Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Faut-il en rire ou en pleurer? La nouvelle défaite des Aiglons en Coupe d'Europe hier soir suscite la honte et la consternation parmi les supporters des Rouges et Noirs. Après la rencontre, Francaise a piqué une grosse colère devant les médias, mettant les joueurs devant leurs responsabilités. Et si c'était la défaite de trop pour cet OGC Nice qui maintient tant bien que mal la barre en Ligue 1, nous allons essayer d'éclaircir tout ça en compagnie des journalistes de la rédaction des sports de Nice Matin, à commencer par Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Bercé. Salut Will. Salut Mika, moi aussi j'en ai marre de perdre, je m'en vais. Tu t'en vas déjà. Allez, reste avec nous, on a encore des choses à dire. Antoine Delgoulet, toi tu restes avec nous. Salut Antoine. Je vais rester, salut Mika. Bon, allez, notre invité cette semaine est un habitué de ce plateau, ancien latéral droit de l'OGC Nice. Il fait aujourd'hui les beaux jours de la réserve du club. Jérémy Pied est avec nous. Salut Jérémy. Salut Mika, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Belle veste, belle élégance. C'est gentil, on fait ce qu'on peut pour être bien présentable dans votre magnifique émission. Toujours au top, Jérémy. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur cette défaite 3-1 hier soir contre Fribourg en Europa League, symbolisée par la soirée cauchemardesque vécue par Melvin Barr le jour de ses 25 ans. Il sera dans notre focus, une déconvenue accompagnée des mots forts de Francaise. Vous l'entendrez, l'entraîneur niçois a-t-il atteint son point de rupture? Ce sera notre débat dans le pour-contre. Et puis dans la deuxième partie de ce Gymto, nous nous projetterons sur le déplacement périlleux à Metz. Et oui, les Messins qui restent sur 2 victoires consécutives en Ligue 1. Ce sera dimanche. Avant, une petite nouveauté dans le Souviens-toi d'Antoine. Il nous fera jouer avec un petit quiz en fin d'émission sur les anciens Messins et Niçois. Ce sera donc tout à la fin. Mais avant cela, donc, on va à nouveau parler de ce fiasco à l'Alliance Riviera. En 13 minutes, les Aiglons se sont complètement sabordés. Et pourtant, Will, tout avait bien commencé. Ouais. 13, c'est le chiffre porte-malheur, là, parce que Francaise était sur 13 matchs sans victoire, et en 13 minutes, ils en ont offert un 14e. Ouais, c'est une catastrophe parce que on l'a tout de suite senti dans l'entame de match. Fribourg n'était pas venu pour faire le match. Voilà, ils se sont mis en bloc médian, voire bloc bas. Ils attendaient l'erreur niçoise pour piquer. Nice avait le ballon, savait plutôt quoi en faire, c'est créer des occasions, marque un beau but avec une belle construction. Donc tu te dis bon ben parfait, t'es dans le bon timing. Je pense que le plus dur était fait avec ce but. Et en fait non, tu te sabordes tout seul, pour reprendre les mots du coach, avec oui les 2 erreurs de Melvin Barr qui plombent beaucoup de choses, mais derrière surtout aucune réaction collective. C'est tout le monde a mis la tête dans le seau, puis le 3e est venu très facilement, puis 3 à la mi-temps, ça devenait forcément très compliqué. Il y a eu des petites choses en deuxième mi-temps. L'entrée de Shaw a apporté un peu de punch, mais trop peu. Et au final, c'était un 16e match sans victoire en Coupe d'Europe. Là, ça fait vraiment lourd. Et surtout que Fribourg, vraiment, n'a rien fait à part attendre les erreurs niçoises pour les punir. Ça, par contre, ils ont été ultra efficaces devant. Mais il y avait vraiment la place de faire beaucoup mieux. Dans le scénario, dans le contenu, il y avait vraiment des choses à faire. Et je comprends la grosse colère du coach. Jérémy, c'est pas la première fois, évidemment, que l'OGC Nice se retrouve dans cette situation avec des joueurs qui font des erreurs, mais ça c'est le football, ça peut arriver évidemment dans le football, on en reparlera avec Melvin, mais comment expliquer au final d'avoir comme ça en 13 minutes, on l'a dit encore une fois, perdu tout espoir de gagner ce match? C'est vrai que l'explication est dure à trouver, mais évidemment que la pression par rapport au nombre de défaites ou de non-victoires en Coupe d'Europe a peut-être pesé un petit peu mentalement, mais voilà, les 2 erreurs individuelles de Melvin, je pense qu'autour de la table on est tous d'accord pour dire qu'on va pas lui jeter la pierre. C'est un joueur qui donne tout son engagement pour le club depuis qu'il y est. Voilà, c'était pas son soir tout simplement, mais le manque d'entraide et le manque de solidarité justement pour relever la tête et se dire malgré l'égalisation ou même le second but qu'il y avait toujours possibilité d'aller chercher un résultat contre cette équipe de Fribourg. Les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et Fribourg, et vous allez voir que pour une équipe qui devait revenir au score, seulement 4 tirs cadrés pour l'OGC Nice
Nice dans cette rencontre. 8 tirs cadrés, ça fait 12 tirs, ça fait 17 tirs d'un côté, 16 tirs de l'autre, et évidemment peu d'occasions à se mettre sur la danse, si ce n'est, comme tu l'as dit William, à la fin, les 2 tirs, les 2 frappes de Mohamed Ali Chaud, ce qui fait pas beaucoup de choses. Léandre, on a vécu ce match côte à côte hier soir en tribune de presse. On a été presque un peu choqués de ces 3 buts là comme ça d'un coup. Franchement là pour le coup on s'y attendait pas. Bah non, parce que on voit le scénario avec Nice qui mène, c'était pas arrivé depuis 2 ans. Depuis 2 ans. 3255 Non, buts. 1200. 1200, Mon oui. précalcul était pas bon. Pas 1200 très bon et mal, quelques. comme mon fils. Mais attends, là, j'ai un bac S. Un bac à sable, ouais. Un but de Kevin Carlos dans le jeu. Ça n'était pas arrivé aussi depuis le début de la saison. Ça tu l'avais vu venir par contre. Ouais, on l'avait venu. Ouais. On l'avait venu. Donc on se disait qu'en fait tout était sur voilà, les bons rails, sachant que comme l'a dit Will, cette équipe de Fribourg, on en a vu des matchs l'année dernière où les équipes qui viennent à l'Alliance, elles bousculent l'OGC Nice. On avait vu Twente par exemple, qui avait pas une super équipe. Les Rangers aussi, mais qui mettaient l'épaule, qui était là. Cette équipe de Fribourg, moi, elle m'a pas donné cette sensation-là. Voilà, je voyais une équipe qui attendait, et je me disais que cette équipe de Nice était vraiment bien dans le match. Donc c'est vrai que cet effondrement niçois, il est très difficile à expliquer, et le 3e but, il est assez symptomatique de tout ça, parce que c'est hallucinant, comme ça, de pouvoir être trouvé dans la surface avec un appui remise, avec personne qui revient, des replis défensifs inexistants, une équipe qui ne défendait plus et qui avait la tête sous l'eau. Et c'est terrible de voir ça à domicile, alors que tu avais le match en main, que tu pouvais enfin briser cette série qui trotte énormément dans les têtes, et beaucoup de joueurs nous l'ont dit à la fin du match en zone mixte. Donc oui, c'est inquiétant, on a l'impression qu'il y a une malédiction, qu'il y a un destin qu'ils n'arrivent pas... Quelqu'un qui a piqué des aiguilles dans la poupée de l'OGC Nice en Coupe d'Europe et qui n'arrive plus à rien. Quoi. Non, c'est surtout des mignons. Voilà, ça va le retour, mais ça va rester. En fait, c'est des fragiles. Ouais. Dès qu'il y a une petite complexité mentale, bon, ben là, t'es dans une mauvaise passe, dans une mauvaise série, eh ben, on baisse la tête et tout. Et encore... Il est moins le cas en Ligue 1 quand même, malgré tout. Donc il y a vraiment un switch dans l'état d'esprit. Mais c'est pas le même jeu, Mika. En fait, là, en Ligue 1, ça fait 3 matchs qui gagnent, entre guillemets, à part Paris, vraiment où tu joues bloc bas. Donc au final, c'est presque facile d'être proches les uns des autres. Là, c'est dans ces moments-là où tu joues plus haut, où tu dois faire de belles choses avec faire le jeu, un peu plus de mieux dans l'utilisation du ballon, que c'est là qu'on voit vraiment les joueurs qui restent ensemble, qui sont solides et qui, dans le placement, font les efforts. Antoine, tu étais toi aussi au stade hier soir, mais en tribune, est-ce que tu as eu honte à un moment donné, comme les spectateurs du gym, comme beaucoup de supporters du gym l'ont écrit ou l'ont dit? Le 3e but, évidemment, une fois de plus, j'ai eu honte. J'étais avec le petit qui m'a dit, il y en a un 4e, on s'en va. Ouais. Donc lui qui est... Là, mais on peut le comprendre. Hein. Qui est super fan de gym. Après, il y a beaucoup de gens qui sont partis à 10 minutes de la fin, etc. Mais... Bon, moi je suis déçu. Après, je suis aussi déçu de l'affluence, à peine 15 000 personnes. Bon, c'était un jeudi soir à 18h45, mais quand je vois la tribune allemande qui est pleine, oui, mais je me dis, on n'a pas... Tu pars à l'échafaud. Oui, mais je me dis, je sais pas, voilà. Bon, j'ai eu peur à un moment donné que la Populaire Sud ne vienne pas non plus, puisqu'elle est arrivée au dernier moment. Il y a très vite qui était fermé. Voilà, dans son virage. Et heureusement, elle a mis aussi encore une super ambiance malgré tout. Tout le match. Ouais, tout le match. Et ça, c'est le seul point positif, je veux dire, de la soirée. Mais oui, il y a une forme de honte. Moi, j'avoue que quand je suis rentré, j'ai pas mis l'équipe du soir. Hein. J'ai pas lu j'ai pas lu le papier de l'équipe sur le Nice ce matin parce que voilà, j'ai pas été voir les réseaux sociaux parce que ce que j'avais vu, ça me préservé, quoi. Ça me suffisait. Je me préserve. De toute façon, ça fait des semaines et des semaines que je me préserve. Tu coupes voilà, le vendredi matin parce que ça me fait trop mal au cœur. Voilà. Bon. Mais je pense comme beaucoup de Niçois. On a parlé d'un sentiment de honte, c'est un sentiment partagé par Sofiane Diop, le milieu de terrain de l'OGC Nice, hier soir après la rencontre en zone mixte. Sentiment de honte, clairement. On n'est pas capable d'afficher le visage qu'on montre en Ligue 1. C'est dommage. On reste sur une sale note, et surtout une stat qui est affligeante. On montre 20 bonnes minutes de haut niveau où ce qu'on avait prévu de faire, ça fonctionne, on les met en difficulté. Et puis voilà. Après, 25 minutes, on prend l'eau, malheureusement. Je pense qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de relever la tête quand ça va mal, en fait. On ne peut pas perdre le fil
Après les 20 premières minutes qu'on fait, c'est honteux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut juste se remettre la tête à l'endroit et tous se regarder en face, chacun de son côté, se remettre au travail parce que c'est bien beau de vouloir la Coupe d'Europe, mais si on n'arrive pas à montrer un visage différent en Coupe d'Europe qu'en Ligue 1, ça va être très long et très compliqué. Voilà, Sofiane Diop abattu après la rencontre. Jérémy, tu peux comprendre évidemment ces mots, sont des mots assez forts prononcés par Sofiane Diop. Et clairement, on devine que le problème est clairement mental dans cette équipe de l'OGC. On le voit dans son attitude, on le voit à sa tête. Bon, bien sûr, il réagit à chaud, donc c'est sûr que c'est pas facile après cette défaite. Il a le courage déjà de répondre aux questions. Mais justement, là, ce qu'on attend, c'est qu'ils soient piqués dans leur orgueil et de pas se dire, de pas continuer à être victime de cette comment on appelle ça, de ce passage 15-16 matchs. À un moment donné, se dire non. À un moment donné, collectivement, ou peut-être pas collectivement, peut-être 1, 2, 3, 4 qui vont emmener les autres. Mais je pense que Sofiane Diop fait partie de ces leaders techniques du groupe et qui doit à un moment donné prendre la parole ou pas, mais assumer par des actes. Je crois que le coach l'a demandé aux entraînements, des actes, simplement. Voilà, on a foiré encore une fois, mais on lâchera pas le morceau. Les leaders là doivent se révéler et ne pas lâcher, parce que je pense aussi que Nice est une ville avec des supporters qui aiment ça et qui défendront toujours ceux qui relèvent la tête et qui retourneront au combat pour justement aller chercher cette victoire. Elle arrivera bien un jour, donc à eux de se battre et de continuer pour garder le positif. Et je sais que là on est dans un moment où il n'y a pas grand chose à trouver comme positif, mais ils ont les cartes, encore une fois ils les ont jusqu'à la fin de saison. Le problème c'est qu'on fait cette émission maintenant quasiment tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'il y a une émission on va dire en Ligue 1 c'est pas mal, et puis une émission depuis 16 matchs maintenant où on dit bon ben voilà ils sont encore votés en Coupe d'Europe. Et on doit répéter sans cesse la même chose, et qu'ils soient piqués, tout ce que tu dis je l'entends. Le problème c'est que j'avais aussi la phrase des tuches dans la tête, c'est tu peux ne pas gagner une fois, mais pas 16. Tu peux ne pas gagner 2 fois, mais pas 16. Tu peux, mais si 16. Je l'ai vécu, t'avais bien vu avec la perruque là, franchement, je l'ai vécu, William, tu sais, je l'ai vécu avec Guingamp, beaucoup de défaites en championnat, et par contre en coupe, c'était l'inverse, et en Coupe d'Europe, on gagnait. Et du coup, on avait l'impression de passer une saison, mais waouh, on avait vraiment l'impression de passer une bonne saison. Et en fait, les mauvais résultats en Ligue 1, bah, ça troublait tout. Et eux, c'est un peu l'inverse. Ils font des plus ou moins bons résultats en ce moment en championnat, et ils sont plombés par l'Europa League. Donc là, on ne sait plus trop où se positionner. Concrètement, en tant que joueur, tu as vraiment une différence de préparation psychique, mentale d'un match, à l'approche, si c'est un match de Ligue 1, un match de Coupe d'Europe? Pour eux, je ne sais pas. Moi, dans mon vécu, oui. Ah oui. Je me rappelle même qu'il y avait des changements de tenue, justement, pour bien switcher du match de championnat au match d'Europe. Tu sais, tu mettais une tenue à l'entraînement, peut-être, tu vois, complètement différente. Tu avais la tenue Coupe d'Europe. À Lyon, en tout cas, je me rappelle, c'est vraiment tenue Coupe d'Europe. Les gars, on est en Coupe d'Europe. On n'est pas en championnat, là. Donc, c'est intéressant. remets-toi à zéro sur le championnat. Et là, on a un championnat de Coupe d'Europe. C'est intéressant. Et si Nice fait ça, moi, s'ils veulent, j'ai une stratégie. Gardez la même qu'en Ligue 1, ne faites plus de changement de tenue, faites-leur croire qu'ils vont jouer en Ligue 1 en fait. Ouais. Voilà, vous leur dites n'importe quoi. Voilà. Je dis en fait c'est un match décalé de la 15e journée et on joue Strasbourg, ils sont en bleu, vous inquiétez pas. Voilà, mais faut tenter un truc comme ça. Non mais c'est à la rigolade, mais en tout cas c'est chercher du positif, ça me fait toujours plaisir. Oui, il faut. Mais il y a sûrement encore une fois, à travers ces choses-là, du positif à aller chercher. On va pas, comme tu dis, toutes les 2 semaines venir et bon, voilà, encore une fois, encore une défaite. Non, à un moment donné, il faut y aller. 16 émissions qu'on fait ça. Ouais, mais ils vont y arriver. C'est sûr. Chaque match qui passe te rapproche de la fin de série. Et le jour où ils y arriveront, j'espère ne pas se dire voilà, c'est une bonne chose de faite, ça y est, c'est fini. Non, ça y est, vous êtes que le début du 17 matchs. Vous êtes sortis de mais le problème c'est que Fribourg ça paraissait finalement le 11e du candidat idéal. Il faut aussi garder beaucoup d'humilité. Excusez-moi, je prends la parole. Je parle pas de l'adversaire. Je parle du début de soirée. Je sais, mais il faut vraiment garder beaucoup d'humilité parce que quand on se retrouve en Coupe d'Europe, justement, on en discutait tout à l'heure, ils sont 11e de Bundesliga et au final, ça reste une très bonne équipe en Europa League. Donc il faut vraiment se méfier de tout le monde et se dire que les compteurs sont entre guillemets remis à zéro sur certaines équipes. Et voilà, il y a des points à aller chercher dans cette ligue. Peu importe l'équipe qui est en face, ça sera toujours dangereux. Mais encore une fois, je suis persuadé
ils nous l'ont déjà prouvé, ils sont capables, le prochain match à Porto. Ils sont capables. Maintenant, on va Contre Francesco on Ferrari. va pas leur mettre de pression ou quoi que ce soit. C'est pas le but de leur mettre de la pression, mais simplement qu'ils n'y aillent pas en se disant bon, c'est Porto, ça va être compliqué, c'est perdu d'avance. Ah, mais si, ils vont faire ça. Mais ils vont faire ça. Justement, en Europa League. Malheureusement, c'est le constat que je fais cette saison. Ça a été constamment comme ça. Benfica, je le répète à chaque fois, mais c'était un épouvantail. Et j'espère qu'ils changeront perdre de 2-0 à l'aller, philosophie. 2-0 au retour, c'était un moindre mal. Ils étaient plutôt satisfaits parce que c'était Benfica. Benfica, dernier Ligue des Champions. Alors, il y a un travail à faire là-dessus. Porto, je crois qu'ils sont invaincus, premiers. Ils ont perdu une fois en Coupe d'Europe. Ouais, voilà, c'est l'équipe à battre cette année. Et justement, la motivation, elle est toute trouvée. Bon, tu nous continueras ton imitation de Jeff Tuch. Ça fait à 3 ou 4, je crois. Voilà. Sur 16. La prochaine, je monterai jusqu'à 8-9. Bon, on a posé la question aussi à Francaise. Est-ce qu'il partageait les propos de Sofiane Diop? Est-ce que lui aussi, il a eu honte après cette rencontre? Écoutez la réponse du coach niçois. Bon, c'est fort la honte. Mais ce qui est sûr, c'est ce que j'aurais dit d'ailleurs. On fait pas suffisamment de choses. Même si on a plutôt bien attaqué le match et sorti les ballons et eu plus de maîtrise et marqué un beau but. Et au-delà des erreurs individuelles, oui, bien sûr qu'elles y sont, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde doit faire mieux. Voilà. Alors, évidemment, moi, parce que moi, c'est les résultats. Donc, en Coupe d'Europe, on n'est pas au niveau, voilà, très clairement. Mais tout le monde doit faire mieux. Mais depuis que je suis ici, je parle d'exigence, voilà, de travail, du quotidien, de pas tomber à chaque fois qu'il y a un duel non plus. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui tombent dès qu'il y a un duel. Mais à l'entraînement, c'est pareil. Bon, arrêtez de tomber. Voilà. Et puis quand vous commencez à jouer, faut continuer à jouer. Faut qu'on s'arrête. Voilà, mais le quotidien. Voilà. Après, des fois, quand on s'entraîne à 80%, de temps en temps, on monte à 100. Mais c'est dur de monter tout le temps à 100, voire à 110, parce que nous, on a besoin d'être à 110. Voilà. Et notre niveau, on a besoin d'être à 110, notamment sur les matchs d'Europa League. Voilà, ça c'est Francaise, c'était le tout début de la conférence de presse, il commençait à se chauffer un petit peu, on vous fera écouter tout à l'heure un florilège de ses déclarations un peu plus fortes. Antoine, quand il dit ça, il met les joueurs devant leurs responsabilités en disant il faut être plus costaud dans les duels et pas tomber au moindre contact peut-être, il faut être à 110% parce que techniquement vous n'êtes pas au niveau, donc il faut en donner plus peut-être. C'est déjà des mots forts, ça. C'est des mots forts, et puis surtout, comme l'avait relancé un journaliste à un moment donné, j'ai l'impression qu'effectivement il en veut plus à son équipe au quotidien, plutôt que même que sur ce match-là. On voit bien qu'à l'entraînement, il dit il ne faut pas être à l'entraînement à 80%, donc je pense que ça fait même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il parlait aussi de la saison dernière, qui voit que son groupe n'est pas réceptif à 100% à ce que lui demande son coach, c'est-à-dire être à 100% physiquement, même à 110% cette saison, puisqu'il y a un déficit technique et physique par rapport à la saison dernière. Donc c'est plus, je pense, au quotidien. Et je pense que Franck Hez, il est frustré de ne pas pouvoir insuffler à son équipe son état d'esprit et le mental qu'il aimerait qu'elle ait. Un mental défaillant à l'image peut-être de ce qui s'est passé hier soir avec Melvin Barr, il est dans notre focus. Soirée cauchemar pour Melvin Barr, donc à l'origine des 2 premiers buts de Fribourg, avec une perte de balle sur le premier but et ensuite derrière il concède dans la foulée un penalty. On sait qu'il c'est pas le Melvin Barr de la saison dernière cette saison, le piston gauche de l'OGC Nice, mais pour autant c'est un cadre de cette équipe, il a le brassard autour du bras, donc c'est d'autant plus étonnant peut-être de le voir faire ce genre d'erreur. Le brassard, le coach en avait parlé lui-même dans une conférence de presse. Est-ce qu'il n'est pas trop lourd pour Melvin Barr? Il y a des joueurs comme ça qui se complaisent plutôt, comme on dit l'expression, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a certains joueurs, ils font leur petite carrière, mais ils veulent pas trop être exposés. Ils veulent pas, mais pas en général. Ils veulent pas avoir cette exposition, devoir parler, devoir au nom du groupe, être le leader, devoir gérer. C'est des choses qui peut-être les inhibent quelque part, et je pense que Melvin Barr en fait partie. Il a eu un coup de mieux d'ailleurs quand il a perdu le brassard au profit de Jonathan Klaus. Mais derrière, Jonathan Klaus, lui aussi, fait partie des cadres qui abandonnent le navire, parce que
faudra qu'on en reparle ça aussi. Au-delà du fait qu'il a soi-disant une blessure et tout, il se comporte vraiment très très mal à l'égard du club. Le club est vraiment très 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 déçu à l'égard de Jonathan Klaus. Donc voilà, ça retombe sur Melvin. Melvin, s'il te plaît, il faut que tu nous sauves parce que Klaus nous abandonne. Donc reprends le brassard, reprends la responsabilité. Le jour de son anniversaire. Franchement, j'essaie de lui trouver plein de circonstances atténuantes parce que, en l'occurrence, ce joueur-là, on sait que il triche jamais et que depuis qu'il est là, il y a une courbe de progression qui a été constante, il est d'année en année. Je me souviens encore que quand il est arrivé, on commence à se dire non mais malheur, en fait qu'est-ce qu'on a pris ce joueur techniquement, les centres et tout. Il n'a fait que progresser d'année en année. Il est capable de jouer autant central que piston gauche. Il est fiable, même si en ce moment il a des périodes de moins bien. Mais c'est vraiment le dernier joueur que j'ai envie d'accabler. Jérémy, quand il y a cette perte de balle qui amène le premier but, ce contrôle un petit peu long derrière, sur le penalty, tu penses qu'il veut se rattraper en allant tacler comme ça ou... C'est sûr qu'il est dans sa tête, il essaye il est sûrement encore plus à chaud par rapport aux autres, plus d'énergie, il essaye de rattraper le coup et c'est peut-être à ce moment du match, le moment où il doit rester plus calme et c'est l'inverse qui se produit. Comme l'a bien dit William, il est capitaine, son anniversaire, une erreur juste avant, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa tête et c'est très difficile pour tout le monde. Je peux parler au nom des supporters et puis des médias azuréens. C'est un joueur qui se bat à 100% depuis qu'il est là. Il a toujours été dans le projet joueur majeur et puis vraiment il se bat comme un beau diable. Il fait 2 erreurs le même soir, mais je vois très peu de personnes, voire pas du tout de personnes en train de dire que c'est une défaite pour lui. Alors il s'est excusé, bravo, il a été courageux, mais honnêtement, je m'imagine pas lui dire que c'est totalement de sa faute. Ce sont des erreurs, évidemment, qui ont des conséquences, mais il y avait aussi d'autres choses à faire après l'ouverture du score pour justement éviter d'en arriver à ces erreurs individuelles. Est-ce que tu as l'impression que dans la tête, il y est Melvin Barr depuis le début de la saison? Parce qu'il faisait partie peut-être de ces joueurs qui avaient peut-être envie d'aller voir ailleurs et qui en avaient la capacité d'ailleurs au sortir de sa saison. Et finalement, comme Jonathan Klaus, dans une moindre mesure que Jonathan Klaus, il a moins été retenu lui, mais en tous les cas, lui, il est resté aussi. Est-ce que ça peut jouer dans son aspect mental ? Je pense qu'il fait partie des joueurs, oui, comme le disait d'ailleurs la direction sportive, qui ont eu un petit peu des araignées dans la tête à un moment donné, parce qu'il y a des portes qui se sont refermées. C'était des cadres qui ne pouvaient pas bouger, et Chamboudaoui, lui, il a eu du mal à gérer tout ça, à reprendre aussi une bonne condition physique. En début de saison, ça a été assez compliqué à ce niveau-là. On voyait du doute dans les duels. Il y a le brassard qui a pesé lourd, et le coach a été assez intelligent à un moment donné pour lui enlever. Après, moi, je veux pas oublier aussi ce qu'il a fait là sur les derniers matchs, parce que toute la série de victoires, on a vu un très très bon Melvin Barr. Je crois qu'on lui met 2 ou 3 fois 7 d'affilée, parce qu'il avait repris un petit peu le lead. Alors, est-ce que du coup, il y avait une fragilité qui s'est réveillée hier soir ? À partir du moment où il a fait cette première erreur, il n'a pas réussi peut-être à rebasculer sur quelque chose de plus positif, peut-être. Mais moi, en tout cas, je vois pas un joueur qui trichait et qui avait, quoi qu'il arrive, envie de partir et qui en voulait au club. Pas vraiment. Ouais, non, moi je pense que Melvin Barr, on ne peut rien lui reprocher. Moi je sens qu'il est investi à 100% avec le club. Il se bat sur le terrain, comme l'a dit Jérémy, comme un beau diable. Ça, tu peux rien le reprocher. Par contre, et effectivement, maintenant c'est devenu un cadre. Ça ne l'était pas spécialement les années, enfin peut-être un peu l'année dernière, mais pas les années déjà quand il est arrivé. Je pense qu'il se met beaucoup de pression et ça se voit notamment au niveau de la nervosité qu'il a, même par rapport aux arbitres. Notamment, on l'a vu à Paris où il s'est beaucoup agacé par rapport aux arbitres, dès qu'il tombait par terre, etc. Je l'ai trouvé très très nerveux. Enfin, il a toujours été un peu comme ça, mais il est de plus en plus nerveux. Donc, et même là par rapport à ses coéquipiers hier soir, on en parlait tout à l'heure. Après ces 2 heures, il a encore cherché à parler beaucoup, à trouver des excuses. Et il voyait qu'il n'avait pas de solution, il s'énervait par rapport à ses coéquipiers, etc. Même ballon au pied. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer la pression à la fois de son rôle de cadre, de capitanat. Et c'est pas du tout une mission d'investissement, mais je pense que c'est plus dans la tête, effectivement. Les stats de Melvin Barr sur cette rencontre hier soir, donc on l'a dit, mis à part ces 2 ballons perdus, il fait pas un mauvais match au final, puisque, enfin, il fait une bonne deuxième mi-temps parce qu'il arrive quand même à... Il a eu le mérite de pas plonger. Voilà, il a pas plongé. On aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce que Franquès le sorte à la mi-temps. Il l'a envisagé d'ailleurs, Franquès il a bien fait de pas le faire. De le sortir à la mi-temps. Puis il a bien dit qu'Abdi n'était pas dans une forme olympique non plus. Voilà, et il a dit qu'effectivement, il avait dû faire le choix entre Ali Abdi et Melvin Barr. Et finalement, c'est Ali Abdi qui est sorti pour stabiliser un petit peu cette défense à 4.
Bon, on va pas, comme on l'a dit déjà, on va pas lui jeter la pierre 10 000 ans, mais c'est quand même un fait qui fait que ce match a tourné, quoi. Ouais, et puis moi, peut-être je me trompe, hein, mais c'est la lecture que j'en fais. Quand je vois Melvin Bard en dessous, Sanson complètement éteint, Ouais, les cadres ne Hicham répondent plus, Boudaoui qui traverse une passe un peu plus compliquée, un peu blessé, un peu malade, un peu touché, c'est des cadres Ouais, les cadres ne répondent qui plus. sont en train de lâcher un peu la rampe. Pourquoi ? Et il n'y a plus de Dante en plus sur le terrain pour. Il n'y a les plus Dante, remonter. mais pourquoi ? Parce que je pense aussi que quand ils regardent la réaction des copains et le mental des copains et le mental des recrues, ils en ont un peu. Tire vers le bas, quoi. Mais ils ont un peu ras la casquette, quoi. En fait, l'année dernière, je pense que quand ils étaient un peu dans le doute, tu voyais un Gaëtan Laborde pressé avec le couteau entre les dents, tu voyais un Evan Guessant envoyer des Chevauché, tampons à droite, à gauche. T'avais une autre arme, tu voyais derrière aussi, t'étais beaucoup plus solide que ça. Donc, c'était autre chose. Là, j'ai l'impression que dès qu'un des cadres flanche un peu et qui regarde à côté les autres qui flanchent encore plus et qui ont encore moins de réaction, eh ben ça les fait péter un plomb. Et quand je vois Melvin un peu s'exciter, c'est que j'ai l'impression qu'il dit moi j'ai la rage après mes bêtises, et là je vous vois vous dormez. Et voilà, je commence à me dire qu'il commence à se créer doucement une fracture. Parce que même Charles Van Hout, finalement, il plonge avec les autres, alors que c'était quelqu'un qui, à un moment donné... nous a vendu un guerrier. Ouais, mais faut se mettre à la place des recrues. Ils arrivent dans un groupe où, c'est quoi les repères ? Parce que si même les cadres lâchent la rampe, tu te raccroches à qui ? Toujours au coach. Mais le coach, si lui aussi, il sent que le discours passe pas ou que ce qu'il veut voir n'est pas mis en place, il craque lui aussi. Donc... c'est compliqué tout ça, mais on va parler dans le pour-contre, mais il y a des responsabilités partout. Alors, avant de passer au pour-contre, on va quand même entendre Melvin Bard qui a eu le courage de venir hier soir en zone mixte pour commenter sa soirée. Faut assumer, faut oublier aussi. Maintenant, la défaite, je la prends pour moi aujourd'hui. Et c'est comme ça, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, je pense un peu trop... Peut-être sur le premier un peu trop tranquille. Je pense que je voyais l'attaquant un peu plus loin que ça. Et c'est comme ça. Maintenant, faut oublier, faut assumer. Et puis voilà, ça arrive. On n'est pas des robots. J'ai pas regardé le classement comment il est là, mais on peut encore se qualifier, je pense. Et même aussi pour nous-mêmes, moi personnellement en tout cas. C'est sûr que ça me fait chier quand on n'arrive pas à gagner alors qu'on a les possibilités. Donc honnêtement, moi ça me fait chier encore plus ce soir où je fais ces deux erreurs-là. Et plus c'est le jour de mon anniversaire en plus, donc c'est pas une très bonne soirée, mais c'est comme ça. Ça arrive, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui c'est sans et faut relever la tête, faut oublier, faut travailler et c'est tout. Il y a deux choses qui te font réagir, Jérémy, quand tu entends Melvin Bard, quand il dit il faut oublier, faut peut-être pas oublier. Il a chaud, et encore une fois, il a chaud, il est triste, il est découragé. Non, Melvin, si tu nous écoutes, il faut pas oublier, il faut simplement s'en servir. Tout le monde croit en toi, on l'a dit depuis tout à l'heure, dans son leadership. Il faut simplement retrouver la motivation et les cannes, et ça va repartir, il y a pas de souci. Ne jamais oublier justement une soirée où il y a eu des erreurs. Une technique et un excès d'engagement, il n'y a rien d'exceptionnel, ça arrivera, c'est arrivé, ça arrivera encore à d'autres. C'est un super joueur. Ne pas oublier, simplement s'en servir pour la prochaine fois, et puis peut-être, comme disait Antoine, peut-être se calmer justement un petit peu, éviter les réactions un petit peu trop avec les mains, etc. Et simplement repartir sur de bonnes bases. C'est quelqu'un qui est considéré comme leader et qui doit, malgré ses erreurs, justement, faire front dans le vestiaire, et puis montrer qu'il sera là pour les prochains matchs, pour être un soldat de l'équipe. Après, je pense aussi, j'ai parlé à Léandra, je disais, il y a aussi d'autres joueurs. Il y a Sofiane qui peut être Diop techniquement. Il y a Antoine Mendy derrière. Moi, j'ai regardé quelques matchs où physiquement, on sent qu'il a la patate. On peut aussi se servir de ces joueurs-là pour justement repartir sur les bonnes bases pour aller à la Grinta. Autre chose qu'il dit dans sa déclaration, il parle d'une éventuelle qualification. C'est quoi ? C'est un manque de lucidité, parce que là, quand tu as perdu tes 4 premiers matchs, même si mathématiquement tu peux en gagner les 4 autres et te qualifier, mais c'est peut-être pas le moment pour parler de ça. Alors il répond à une question, bien sûr, mais c'est quoi ? C'est parce qu'il est compétiteur ou parce que là, il manque un peu de lucidité en parlant de ça ? Il le dit, il a pas vu le classement. Après, t'es obligé d'y croire, t'es obligé de le dire. D'ailleurs, le coach a aussi été intéressant quand il dit, même si on perd
perd les 3 prochains, le dernier on mettra la meilleure équipe, on lâchera pas entre guillemets comme Mais justement, l'année dernière. c'est pour ça que moi je suis pas du tout d'accord avec la phrase de Melvin Bard, et ce que dit le coach, c'est pas une question de qualification, c'est question aujourd'hui, non, c'est juste une question d'objectif à ta hauteur. Aujourd'hui, c'est comme, je pensais à ça aussi, les gens qui disent je veux être riche, commence déjà par trouver un travail. Je veux gagner au loto. Alors moi j'en ai, commence déjà par jouer au loto. Ah, tu vois aussi. Non, mais, et là, avant de penser à se qualifier, gagne déjà un match de Ligue Europa. Déjà, l'objectif, ne me parlez plus de qualification. Parler de gagner un match en Ligue Europa. Et le coach parle de gagner un match de Ligue Europa. Puisqu'il dit, même si on perd les 3 derniers, je mettrai l'équipe pour enfin gagner un match de Ligue Europa. C'est celui-là l'objectif. Faut arrêter de parler de qualif, c'est même pas la peine. Puisqu'on en a parlé de Francaise justement, eh bien on va passer dans le pour-contre de la semaine. Mais avant de donner la parole à Léandra et à William, on va écouter tout simplement le best-of des déclarations de Francaise hier soir, parce qu'on a posé cette question, le point de rupture, et on va vous expliquer pourquoi on parle de point de rupture derrière. Mais d'abord, écoutez, ça dure 2 minutes environ, c'est un petit condensé, un petit best-of des déclarations fortes de Francaise hier soir après la rencontre. En 13 minutes, on s'est sabordé en fait. Mais pour ça, je vous parle de force. Il y a la force physique, il y a la force mentale, il y a le caractère de jouer, le caractère de... Alors certainement, je ne dois pas assez leur insuffler ça. Hein, voilà, je me mets le premier dedans. Hein. Quand je leur dis, à la fin du match, voilà, c'est certainement que ça passe pas. En tout cas, j'ai fait passer des messages. J'espère qu'ils les ont entendus. Tant qu'on n'aura pas compris que il faut faire corps tout le temps, qu'il faut faire groupe tout le temps, qu'il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, ou que faire la gueule quand on sort, ou quand on fait la gueule quand... Mais non, sur le terrain, montrez, c'est sur le terrain. Ah, sur le terrain, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui l'ont fait ce soir, hein, qui ont fait un très bon match ce soir. Hein. Ils font des bons matchs depuis un moment d'ailleurs. Mais tout le temps, voilà. Mais ça, c'est aussi l'ego. Laissez votre ego. L'ego, c'est pas lui qui va vous faire courir, c'est pas lui qui va vous faire les bonnes passes. Parce qu'en plus, on n'est pas, ni moi ni eux, il n'y a pas de champion du monde. Hein. Mais je leur ai dit que, même si on perd les 3 prochains, le 8e, je mettrai ma meilleure équipe. Ou en tout cas, celle que je pense être la meilleure du moment. Parce que des fois, il y a des circonstances, parce qu'il y a un joueur qui est un peu affaibli, un joueur... Bon. En tout cas, celle que je pense la meilleure du moment. Voilà. Et on va mettre à la 8e, et puis si ça doit être encore plus dur le dimanche, ça sera encore plus dur le dimanche. Voilà, parce que je n'ai ras le bol de perdre des matchs. Je suis un coach qui protège beaucoup, hein, je pense. Qui est exigeant dans mon bureau, mais qui protège quand même beaucoup en extérieur. Même collectivement. Mais il y a un moment, il faut se dire les choses. Voilà, un moment, il faut se dire les choses. Quand on fait pas assez, on fait pas assez. Quand on perd les duels, quand on est tout le temps au sol, il faut se dire les choses. Voilà. Quand les mecs, vous n'êtes pas contents, mais quand vous jouez, vous n'êtes pas bon, il faut se dire les choses. Voilà. Et le premier qui est pas bon, je le répète, c'est moi, vous inquiétez pas. Et si un jour il y en a un qui est meilleur, ils prendront un qui est meilleur. J'ai pas de problème avec ça. Mais putain, moi je suis là, il faut que les mecs ils envoient quoi. Voilà, faut envoyer. Voilà, Francaise, il a envoyé hier soir en conférence de presse, donc on va pouvoir passer la parole sur ce pour-contre. Après ce que vous venez d'entendre, est-ce que Francaise a-t-il atteint son point de rupture? Je vais donner d'abord la parole à William. Alors moi, point de rupture, j'en vois 3. Le premier, c'est avec son groupe. Il l'a dit, c'est un coach plutôt protecteur, c'est un coach qui défend souvent son groupe, qui ne les charge pas. Là, cette fois, il a craqué, et à juste titre. Et en plus, ce qui est toujours honnête avec ce coach, parce que c'est vraiment un coach très honnête dans le discours, et il ment jamais, il fait jamais de langue de bois. Il leur a dit déjà dans le vestiaire ce qu'il a dit ensuite en conférence de presse, et d'après les échos que j'en ai, il leur a dit encore de manière encore un peu plus virulente encore. Donc là, voilà, premier point de rupture avec son groupe, là, il leur pardonne plus ses manques, ses défaites, cette série en Coupe d'Europe, il en a marre, et là, il veut les bousculer, il est plus dans la protection, donc premier point de rupture avec son vestiaire. Le deuxième, je le vois avec ses dirigeants, et en fait, j'en vois 2 avec ses dirigeants. Le premier, c'est quand il dit... on n'est pas... l'équipe de l'année dernière était plus forte physiquement, avait plus de caractère. Là, il jette une pierre dans le jardin de ses dirigeants. Quand je vois encore quelques jours plus tôt Florian Maurice qui arrive à Ligue 1 plus et qui dit l'équipe a de la gueule, ouais, l'équipe a de la gueule de bois, ouais.
la gueule de bois. Et donc là, le coach, il tranche complètement en disant, voilà, cette équipe, non, on s'est affaibli clairement par rapport à l'année dernière, je le dis, elle est moins forte, elle a moins de caractère. Première pierre dans le jardin des dirigeants. La deuxième, quand il dit le 8e match, je mettrai la meilleure équipe, clairement, il le dit quelque part aussi, je m'en fous de maintenant de me qualifier pour la Coupe d'Europe via le championnat. Là, aujourd'hui, c'est plus la priorité au championnat, c'est la priorité à gagner un match de Coupe d'Europe. Donc, il lâche l'objectif club qui était toujours se qualifier pour une Coupe d'Europe. Mais à juste titre, encore une fois. Parce que se qualifier pour faire ça, c'est pas la peine. Là, il pète les plombs par rapport au club, mais je pense aussi pète les plombs par rapport à lui. Il n'a pas gagné un seul match encore de Coupe d'Europe depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. Et franchement, c'est une vraie tâche sur son parcours à l'OGC Nice, parce que, on le redit encore une fois, c'est un super coach, c'est le coach dont on a besoin à l'OGC Nice, et c'était enfin un coach qui faisait une deuxième saison consécutive à l'OGC Nice. Et finalement, enfin un coach qui fait une deuxième saison, elle est pire que la première parce qu'on l'a pas aidé. Donc là, aujourd'hui, le point de rupture, j'espère que les dirigeants vont le comprendre, mais il est pour eux. Et s'il n'y a pas vraiment de changement dans les prochaines semaines, c'était les échos que j'avais, et je suis persuadé aujourd'hui, Francaise, en mai, c'est terminé. Léandre. Ben, bizarrement, moi je suis moins inquiète finalement que après les défaites contre la Roma, Fenerbahçe ou Celta Vigo, où je sentais un coach hyper fataliste. On n'est que l'OGC Nice. Enfin, il acceptait assez facilement la défaite finalement. Et moi, c'était pas le discours que j'avais envie d'entendre. Donc là, aujourd'hui, alors on voit, hein, c'est un discours à chaud, c'est un discours d'un coach touché dans son orgueil, d'un coach en colère, mais au moins il tape du poing sur la table, il met tout le monde un peu face à ses responsabilités, comme l'a dit Will, les joueurs, lui-même, et aussi ses dirigeants qui vont absolument devoir rectifier le tir au mercato d'hiver. Donc ça, j'avais besoin de l'entendre. Mais pour moi, je vois pas un coach qui lâche. Je l'ai senti beaucoup plus touché, par exemple la saison dernière, quand il devait gérer 13 absents, où là on le voyait vraiment même touché, marqué physiquement. Là, pour moi, c'est pas le cas. Je sens pas une fatigue non plus qui montre un coach qui est en train de lâcher. Je vois quelqu'un qui est encore dans le combat, et ça me plaît. Alors maintenant, il va falloir que son groupe réagisse, et le match contre Metz, ça va être un indicateur important, justement, de ce point de rupture. Comment le vestiaire va réagir, comment le vestiaire va répondre aux mots qu'ils ont entendus, au discours un peu plus musclé de Francaise. C'est là qu'on va voir la bascule. Jérémy, tu as entendu les arguments de Léandra, de William, tu as entendu le coach aussi, on reviendra sur quelques-unes de ses déclarations ensuite, mais pour toi, est-ce qu'il acte quelque chose de fort, la Francaise ? Forcément, là il a envie de remettre les points sur les i, et puis surtout, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Comme le dit Léandra, ce qui plaît dans le discours, c'est à un moment donné, c'est de la réaction. On le voit aussi dans sa gestuelle, avec ses mains qui balancent, et à un moment donné, bon... basta quoi, il faut faire quelque chose, il faut réagir, on va arrêter de se faire marcher dessus. Donc ça peut évidemment plaire. Après, comme le dit William, il y a aussi une deuxième partie, c'est le groupe, c'est le vestiaire. Et seul lui aussi montrera s'il est capable de répondre à Metz, qui évidemment sera un match où, on le sait, sera un gros combat, avant de parler aussi de match, de tactique, de quoi que ce soit. On sait qu'il va falloir répondre dans le combat, et ça sera une donnée à prendre en compte et à voir si le groupe est toujours derrière lui, est toujours derrière son staff. Antoine, qui t'a le convaincu dans ce débat ? Bah, les deux ont des bons arguments. Comme toujours. Comme toujours, hein, c'est des professionnels de la profession. C'est pour ça qu'on les a recrutés. Mais on ne plus que ce soit des pitres. Mais c'est vrai que je le conçois. Francaise, ce qu'il dit devant la presse, il dit que je pense que 10 ou 20% de ce qu'il va dire dans son vestiaire. Et s'il dit déjà ça devant la presse, comme il a pu dire aussi par rapport à Klaus les jours précédents, c'est que ça doit vraiment chauffer dans sa tête pour qu'il en vienne en parler à la presse de la production de son équipe, ou même du comportement de Jonathan Klaus. Parce que ça, normalement, c'est des choses qu'on garde un peu entre soi. Et s'il commence un peu à les sortir, je pense, devant au micro, c'est que... C'est que la face immergée de l'iceberg. Il est fortement agacé. Donc, comment on dit la face visible. La face visible de l'iceberg, la face immergée, c'est pire. Voilà, c'est ça. Donc, alors, point de rupture, je pense pas. Je trouve que c'est fort comme terme. Mais il y a, comme on dit, un peu d'eau dans le gaz. Ah, c'est, comme on le disait peut-être, c'est un peu peut-être la défaite. Moi, le sens de point de rupture, je le trouve dans... Il a une cassure, c'est-à-dire qu'on arrête d'avaler des couleuvres. Là, il n'en avale plus.
il crache sa vérité, il dénonce. Et encore une fois, c'est toujours aussi vis-à-vis de ces dirigeants qui, quand ils prennent la parole, déjà ils la prennent très rarement, et quand ils la prennent, c'est pour dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il en a marre. Quand il parle de Jonathan Klaus et qu'il tranche, encore à Paris, un autre exemple, à Paris, il dit « j'aurai cette discussion avec lui et ce ne sera pas celle qu'il a eue avec les dirigeants ». Encore une fois, il tranche avec ses dirigeants. Là, il commence vraiment à en avoir ras-le-bol de porter le poids de tout ce qui a été fait et très mal fait cet été. Mais il en fait partie. Il en fait partie. Mal fait cet été. Je suis d'accord. Il en fait partie. Quand il appelle Abdoul Samed, c'est lui qui appelle Abdoul Samed. Mais il s'interroge aussi sur son message. Est-ce qu'il passe ou pas? J'espère que mon message passe. Ça, c'est quand même, chez un entraîneur, c'est quand même un aveu de dire je suis en train de peut-être de perdre mon vestiaire. Mais en fait, il a essayé tellement de choses depuis le début de saison. Alors, ça a commencé parce que dès le début de saison, on avait déjà des discours un peu sur l'exigence. Déjà, on se posait des questions en se disant ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe mal dans le vestiaire. Alors, on sait qu'il y a des égos, on sait qu'il y a des intermittents du spectacle. C'est pas nouveau, hein. Ça date pas d'hier. Donc là, il y avait ça. Ensuite, il a senti un groupe fragile et qui manquait de confiance. Donc on a vu un coach qui, du coup, a un peu plus protégé son équipe. À chaque fois, même si dans le contenu, c'était pas très bon, on voyait un petit peu du positif. Il essayait quand même de s'accrocher à ça. Et puis là, je pense que ça a été la goutte de trop de voir cette équipe s'effriter comme ça si vite. Non, mais je pense que là, son management, comme dit Léandra, son management atteint un plafond de verre. Son management actuel, je parle. Je ne dis pas que le plafond de verre, il ne va pas pouvoir le dépasser. Mais donc là, je pense qu'il a décidé vraiment de changer en fait son management, d'y aller un peu plus franco, quoi, pour que justement passer ce plafond de verre et essayer de faire vraiment évoluer les choses. Mais il dit aussi, à un moment donné, Will, dans ce qu'on en a entendu tout à l'heure, et puis, s'ils ne sont pas contents de moi, eh ben, ils prendront quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis qu'il tranche. Parce qu'en fait, quand il dit... Quand Antoine en parlant des dirigeants. Oui, pour ça que quand Antoine dit il a changé son management, mais il a changé aussi son management dans le coaching. Il a été obligé de le changer. Quand il dit, encore une fois, à Paris, j'ai un groupe qui ne me permet pas de mettre en place ce que j'ai envie de faire... Donc il a fallu s'adapter. Donc en gros, entre les lignes, Francaise dit on m'a pas donné un groupe pour répondre au jeu que je prône, c'est-à-dire des transitions, des récupérations très hautes et des transitions rapides. C'est ça le jeu Francaise. C'est pas un grand tacticien, mais c'est sur des principes très simples comme ça, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie qu'il arrive à performer. Et là, on lui a pas donné ce groupe pour faire ça. Donc il a déjà été obligé de s'adapter, lui, de changer son management, de faire un bloc bas, de miser sur la défense. Donc déjà, c'est un peu renier ses principes. Et là, maintenant, on lui demande aussi de bousculer cette équipe et tout, et donc, en fait, il pète un plomb. On parle de jeu de transition, de récupération haute. Vous savez ce que c'est le classement de l'OGC Nice en récupération haute cette année en Ligue 1 ? Dernier. Ouais, donc tu ne récupères pas. Le match contre le Paris Saint-Germain, même s'il y a la défaite au bout, de mettre le bus, le double bus même derrière, pour son image, c'est pas bon non plus. Mais c'est un manque de confiance énorme. Il l'a dit, c'est la première fois que je le fais. Il n'a jamais fait ça. Bon, il ne faut pas écouter les réseaux sociaux non plus trop, mais il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Mais Nice a fait avec ses moyens. Mais après, il l'a bien fait. Nice a fait avec ses moyens, avec les blessés. Mais a été raillé. Mais quand il était à Lens, il allait gagner parfois au Parc des Princes en gardant ses principes de jeu, mais parce qu'il avait une équipe qui lui permettait de le faire. Et c'est ça le problème actuellement. Oui, et puis surtout, il a ni l'effectif, ni la mentalité des joueurs qu'il souhaite. Un dernier mot, Jérémy, sur Francaise, quand il dit je protégeais mes joueurs, là, je balance un peu, tu as connu des entraîneurs avec de forts caractères, on pense à Claude Puel, par exemple, pour ne citer que lui. Est-ce que c'est toujours bien de protéger ses joueurs publiquement à un moment donné? Est-ce qu'il a raison d'éclater comme ça à la face publique? Je pense qu'il maîtrise un peu ce qu'il fait. Il n'est pas non plus inconscient à partir devant les médias et à exploser. Bien sûr, il y a une part de nervosité, mais il protège toujours ses joueurs. Et il essaye, je pense, aussi de montrer qu'il n'est pas content, qu'il a du caractère et qu'il essaye aussi de les piquer en public, tout simplement, pour leur montrer que face aux supporters, il y a quelque chose à modifier. Et on n'est pas, je dirais pas qu'on est en all-in, mais par rapport à une rupture, mais on sent que oui, il a l'intention de faire des modifications pour justement peut-être se rapprocher de son jeu, en tout cas ne pas se perdre et justement, peut-être on le verra lors du match contre Metz, mais retrouver ces principes de jeu qui lui ont plutôt bien réussi et je
j'ai pas envie de dire ça passe ou ça casse, c'est pas ça, parce qu'il a quand même prolongé son contrat, attention, mais en tout cas, lui, dans son état d'esprit, peut-être, à un moment donné, je vais faire ce que j'ai envie de faire, les joueurs, je vais les motiver pour me suivre, et ça va le faire. Et si ça le fait pas, c'est qu'à un moment donné, il y a plus de réponse dans le vestiaire. Mais il y avait déjà eu un all-in, hein, Mika, l'année dernière, avant le match contre Strasbourg. Il les avait massacrés pareil. Hein. Alors c'était, entre guillemets, pas en direct, c'était la conférence de presse d'avant-match, mais il y avait eu ce même ultimatum. C'était en fin de saison. Oui, c'était la dernière ligne droite, et ça avait marché d'ailleurs. Mais parce qu'aussi, il connaissait les qualités de son groupe. En 6 mois, donc t'as fait 2 fois deux fois tapis, quoi. Ouais, mais c'est 2 fois pas le même groupe, quoi. Tu vois, à cette époque-là, c'est déjà un Guessant qui est un peu plus éteint, qui commence un peu à bouder parce qu'il joue plus trop, qu'il est un peu fatigué. Youssouf qui répondait plus trop et tout. Et là, il a relancé tout le monde avec cette pique-là. Mais là, on est dans une autre phase. C'est que son groupe lui convient pas au niveau footballistique, mais il avait retrouvé des ressources morales, mentales, solidarité pour faire la bonne série. Et là, au final, ça tient plus sur la longueur et donc il pète. Mais encore, je trouve qu'il les protège encore parce que quand il dit, il y en a marre de plonger et tout, il cite personne. Il pourrait dire un tel qui rentre, un tel qui boude quand il joue pas, un tel, il le fait pas. Par exemple, Jonathan Klaus, tu nous as dit tout à l'heure que c'était très compliqué aujourd'hui entre vraiment, Jonathan Klaus et le club. Quand je vois ce qu'il dit en conférence de presse, et déjà il y va quand même, il dénonce un peu. C'est parce que c'est lui qui met sur la piste. J'ai le off. Mais c'est 3 fois pire. Il pourrait vraiment le massacrer, Jonathan Klaus. Mais vraiment, il mériterait. Je suis désolé de le dire, mais il mériterait. C'est honteux ce que fait Jonathan Klaus en privé. Voilà. C'est-à-dire, il veut plus jouer. Il s'en fout. Il s'en fout de l'OGC Nice. Voilà. Oui, c'est grave d'en arriver à ce point-là, effectivement. Et bon, on verra s'il est dans le groupe dimanche pour ce déplacement à Metz, mais avec ce que tu nous dis là, ça semble compliqué. Est-ce que tu as un autre piston droit fiable, toi? Non. Et il est là aussi le souci, hein. Non. Un pauvre Thiago Gouveia, là, il jouait bien, moi. Il avait fait quelques bons trucs et tout. Mais là, tu te retrouves hier, tu te dis, bon, est-ce que je peux miser encore sur lui? En fait, c'est... Mais oui, le piston. On en parlait en off avant l'émission. Je pense qu'il va falloir faire monter des gars de la réserve. Hein. Jérémy, il en veut encore, Romain, Franja JJ devant. Mais en tout cas, tu soulèves un point, oui, parce que même Jérémy Boga, par exemple, avec le match qu'il fait hier et avec les matchs qu'il a fait ces derniers temps, il devrait même pas jouer 1 minute en ce moment. Mais finalement, il n'y a pas d'alternative. Tu vas faire qui? Tu vas mettre Bernard Nguéné, le pauvre, tu vas l'exposer. Là, tu le rends pas service. Hein. Voilà, Isaac Johnson, c'est pareil, tu l'as mis 45 minutes au parc, et tu pouvais pas le mettre plus, tellement que c'était trop dur pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il a? Bon, allez, voilà, on va refermer pour l'instant le dossier Francaise. On parlera tout à l'heure du match face à Metz dimanche. Mais en attendant, on va vous donner un petit indiscret. Là, c'était pas mal. Un indiscret. Tu disais c'était Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, c'était pas mal. Ça aurait dû faire l'objet d'un indiscret, effectivement. Mais là, on va parler d'un autre joueur qui manque énormément. Alors, il est sur le terrain et peut-être même dans le vestiaire en ce moment. C'est le capitaine Dante. Ouais, il manque beaucoup, sur tous les plans. Et lui aussi, le terrain lui manque. Donc, je pense qu'il y a une petite prise de risque ces derniers temps qui ont été prises en voulant le faire jouer, notamment, c'est pas Lille, c'était Lyon. Voilà, Lyon, c'était peut-être un peu trop tôt. Donc là, ils ont vraiment pris le temps. Et l'objectif personnel de Dante, c'est de revenir pour Marseille. Le club est un peu plus prudent, se dit que si ça sera par Marseille, ça sera Porto ou Lorient. Dante aimerait revenir contre l'OM, et en plus, l'OM, on l'a dit, c'est le match des 40 ans, et à cette occasion, il devrait porter en plus un maillot spécial, un numéro spécial. Il porterait pas le 4, mais il porterait le 85, en l'honneur de la Populaire Sud. Même à la base, la demande qui avait été faite, c'était qu'il le porte toute la saison. Seulement Dante a dit non, mon numéro 4 c'est trop important pour moi. Donc superstitieux, et c'est normal, je comprends complètement. Donc espérons pour le gym et pour lui que Dante sera là contre l'OM avec le brassard et le numéro 85 dans le dos. Et juste une question, est-ce que ça sera quelque chose qui sera accepté par la LFP? Oui, tu peux changer de maillot. Il y a des joueurs qui changent de maillot en cours de saison, qui changent de numéro en cours de saison. Donc tu le fais homologuer, tu le fais pour une fois. Okay. C'est comme un flocage particulier pour une manif. Tu peux changer le nom, tu peux changer le numéro. Tu peux écrire en chinois. Là, voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux. À partir du moment où tu le fais homologuer en amont. Et comme là, ils savaient très bien que Nice-Marseille. Donc c'est déjà préparé bien en amont. Voilà, donc on espère revoir Dante sur les terrains face à l'Olympique de Marseille. Le match aura lieu le vendredi 21 novembre, après donc la trêve internationale. Et on espère que pendant cette trêve
Blanté pourra bien soigner ses genoux et être de retour avec le maillot des 40 ans de la BSN et le numéro 85. Voilà pour l'indiscret. On va passer donc maintenant à ce match contre Metz. Réaction attendue, évidemment. Tu disais tout à l'heure, ou je sais pas, c'est peut-être toi, Jay, qui disait, ça passe ou ça casse à Metz. Oui, ça peut être ça passe ou ça casse à Metz. Parce qu'admettons que, après tout ce que vient de dire Francaise, tu perds lamentablement en Lorraine, qui, rappelons-le, est sur 2 victoires consécutives. Qu'est-ce qui se passe avant une trêve internationale? Oui, après on va pas aller jusqu'à dire que Francaise est menacé, mais... Non, moi je te parle du contraire. Moi je te parle du contraire. C'est lui, il pourrait décider, allez, basta. Non, je pense pas. Non, il le fera jamais. Il est pas de ce genre-là. Et d'ailleurs, il avait été choisi pour la stabilité qu'il incarne aussi. C'est pas un mec qui lâche de navire. Je le sens profondément exaspéré. Quand je dis qu'on a la chance d'avoir un coach humainement comme ça, c'est parce que justement, c'est un loyal, c'est un fidèle, c'est un courageux. Et il ne fera pas que ce que certains auraient pu faire à l'époque, démissionner parce que l'histoire tourne à la mauvaise mayonnaise. Lui, il le fera pas. Il restera, il a prolongé, le club lui a proposé, il l'a signé, il s'en ira pas. En cours de saison. Par contre, à la fin de saison, il peut dire merci, c'est gentil, mais là maintenant j'en ai marre. Ça, oui. Et le club ne le virera pas non plus. Non. Antoine, à Metz, outre une victoire, outre 3 points, c'est dans l'attitude qu'on va juger les joueurs de l'OGC Nice. Oui, en effet, mais après, l'OGC Nice, ils sont un peu... à Paris, moi, ils m'ont fait plaisir, l'OGC Nice, malgré tout. Parce qu'ils ont joué avec leurs armes et ils se sont battus jusqu'au bout. Et j'ai trouvé des joueurs qui étaient solidaires, solides, qui ont tenu 93 minutes 59 secondes. Voilà, et je me dis qu'effectivement, ils sont sur courant alternatif, parce que bon, ça va pas être non plus le même match. Après, faut pas se dire non plus que aussi ça va être un match différent des autres, parce que Metz, c'est ni Monaco, c'est ni Lyon, c'est ni Rennes, c'est ni Lille et ni Paris. Ils vont. C'est Metz. Ouais, c'est Metz. Non, mais je veux dire, c'est pas une grosse équipe. Non, c'est pas une grosse équipe, donc Nice peut pas se contenter de jouer bloc bas face à cette équipe-là. Donc il va falloir qu'elle se découvre un peu. Et comme on l'a vu contre Fribourg, Nice s'est découvert. Et en se découvrant, elle a pris des risques. Elle s'est exposée et a pris 3 buts. Ouais, enfin elle s'est exposée un peu volontairement. Oui, un peu volontairement, mais malgré tout, elle s'est exposée quand même. Donc elle a pris 3 buts. Et donc ce match-là, moi dans l'attitude, je pense que les Niçois peuvent l'avoir, la bonne attitude, parce qu'ils l'ont. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas assez sur la durée. Alors ce match contre Metz, moi je pense qu'ils l'auront. Le coach leur a bien fait comprendre qu'il fallait l'avoir. Je pense qu'on va avoir une équipe solidaire. Après, moi ce que je veux voir, c'est après. C'est sur la durée. Est-ce qu'ils vont enchaîner en étant solides et solidaires toute la saison? Parce que malgré tout, Jérémy, on va voir le classement de Ligue 1. On vous a épargné tout à l'heure le classement de l'Europa League. Nice est 35e sur 36. On le mettra on a retrouvé notre place. Notre place avec 0 points, sauvé par les Glasgow Rangers qui ont une moins bonne différence de but que nous. Là, en Ligue 1, l'OGC Nice est 8e. Sort donc de cette défaite au Parc des Princes dans les conditions que l'on sait avec ce but à la dernière seconde, mais avait pris 10 points sur 12 auparavant. Donc, en Ligue 1, il n'y a rien de catastrophique pour le moment. Donc, aller gagner à Metz, ça permettrait quand même de passer la trêve avec un petit peu plus de sérénité, peut-être. C'est ça qui est paradoxal. Et comme je le disais tout à l'heure, je l'ai vécu, moi, dans ma carrière. Donc là, on est assez défaitiste par rapport à l'Europa League. Mais en fait, en championnat, ils sont vraiment pas loin, encore une fois, du haut de tableau, avec très très proche d'un match nul au PSG, d'avoir un point supplémentaire. Là où ça va se jouer, encore une fois, je rejoins Antoine, c'est surtout dans l'attente, dans la motivation, la détermination à Metz. Après, il se passera ce qui se passera. Évidemment que tout le monde attend la victoire à Metz. Bien sûr, on regarde les matchs. Je pense que c'est peut-être pas le top moment pour les jouer. Ils sont redevenus efficaces en termes de victoire. Donc ça va être un match difficile. Ça va pas être une équipe facilement manipulable. Stratégiquement, il y aura aussi quelque chose à faire, comme tu as pu le dire. Il va falloir jouer, oui, mais pour avoir justement un objectif de victoire et éviter justement de donner toutes les cartes au FC Metz s'ils attendent que ça. Mais je pense que l'attente principale, c'est vraiment d'être solide, d'être dans les duels, de vraiment montrer au club que les mecs ne lâchent pas déjà en Ligue 1. Et à partir de là, s'ils font les choses bien, ils ont quand même des chances de l'emporter. Il y aura une interrogation physique quand même, Léandra, parce que c'est le 7e match en 23 jours ou 8e match
en 23 jours pour l'OGC Nice, qui aura beaucoup donné malgré tout, qui a beaucoup donné au Parc, qui hier soir a joué ses 90 minutes. Metz, évidemment, ne joue qu'un match par semaine, donc ça serait une donnée importante peut-être aussi. Une donnée importante, c'est sûr. Après, je trouve que Francaise, en tout cas dans la rotation qu'il a effectuée depuis le début de cette série, a été plutôt prudent avec les joueurs. Et ceux qui joueront dimanche, a priori, arrivent quand même dans un état de forme assez bon. Alors, à part peut-être, il y a quelques joueurs qui ont très peu tourné, notamment Melvin Barr, Antoine Mendy. Mais à part ça, je pense que... Enfin, je suis pas hyper inquiète sur ces données-là, en tout cas. Bon, eh ben écoute, tu sais quoi, tu vas venir faire la compo probable et on va voir ça tous ensemble. Allez, on y va, la compo probable. Jingle pour la 6. Alors, cette compo probable, on rappelle qu'on est à J-2, hein, Léandra, qu'il y a eu un match hier soir, peut-être des petits bobos, des petits pépins, la conférence de presse de Francaise aura lieu samedi pour nous dire tout ça, mais tu pars sur quoi ? Bah du coup, un 3-4-3, même si on aurait pu envisager un changement de système par rapport à la deuxième mi-temps contre Fribourg, mais du coup, voilà, sans surprise, il y a Van Diouf dans les cages. Avec William, on a fait le petit pari de voir Opong revenir dans la charnière. Il s'est reposé un peu. Oui, il s'est reposé. Alors après, c'est une entaille au tendon, c'est ça ? Au niveau du tendon. Donc on va espérer qu'il sera là parce que c'est un joueur important en ce moment. Donc avec Antoine Mendy, Djoumaba et Opong en charnière. Et puis là, c'était un petit peu le débat. Jonathan Klaus ou pas Jonathan Klaus ? Non, on n'a pas choisi Jonathan Klaus et on a choisi plutôt Tom Louchet que Thiago Gouveia qui a énormément enchaîné. Il a enchaîné 3 titularisations alors qu'il manque quand même de rythme depuis le début de saison. Le double pivot, Hicham Boudaoui, Charles Van Hout. Même s'il y a petit doute sur Charles Van Hout parce qu'il a déjà 4 cartons jaunes. S'il en prend un contre Metz, il sera suspendu contre Marseille. Ça pourrait peut-être rentrer en compte dans le staff de l'OGC Nice. Et puis du coup, Melvin Barr qui prendrait la place de piston gauche. Même si Ali Abdi est frais finalement puisqu'il est sorti à la mi-temps contre Fribourg. Mais il a peut-être pas donné envie à son coach de le relancer. Le problème de Charles Van Hout, c'est que tu mets qui à sa place ? Parce que Abdoul Samed n'a pas été bon contre Fribourg. Tu pourrais relancer Morgan Sanson ? Morgan Sanson aussi. Après, j'ai l'impression qu'il déçoit quand même pas mal son coach, même s'il avait fait cette passe décisive contre Lille directement à son entrée. Mais même l'entrée qu'il fait hier contre Fribourg, c'est pas suffisant pour moi. Donc a priori, là, tu as absolument besoin de gagner. Je pense que c'est cette doublette qui va jouer. Et donc les postes offensifs. Les postes offensifs, alors j'ai choisi de punir Jérémy Boga. On verra si le coach pense la même chose. Mais voilà, il est resté sur le terrain pour moi un peu trop longtemps par rapport à ce qu'il donne parce qu'il est assez intermittent. Et puis dès qu'il n'a pas le ballon dans les pieds, on a l'impression que c'est trop compliqué pour lui. Donc Sofiane Diop et puis devant Mohamed Ali Chou qui a quand même fait une belle entrée dynamique. C'est vraiment avec Sofiane Diop, je pense techniquement les joueurs qui peuvent casser des lignes par la passe ou balle au pied. Voilà donc cette compo probable à J-2 évidemment, on en saura plus demain dans le journal et dimanche aussi dans les pages sport de Nice Matin avec les dernières infos en direct de la conférence de presse donc demain de Francaise et puis les petites infos grattées ici et là par Léandra. Et Will, il savent convaincu, Will. Tant le faire. Qu'est-ce que tu faisais la moue, mon Will? Non, la compo, c'est vrai. Oui, ça va, ça te convient? Je fais la moue quand je pense à cette équipe, quoi. D'accord. Ce club. Eh oui, c'est ça un peu le problème. En ce moment, on va vous faire jouer quand même pour essayer de gagner des places pour Nice-Marseille. On y va. Deux places à gagner pour Nice-Marseille, donc le match des 40 ans de la Populaire Sud. Ça sera le vendredi 20 novembre du côté de l'Alliance Riviera, 20h45. Je crois que c'est l'horaire du vendredi soir, on peut 20h45, 21h. C'est la même chose. Et pour cela, donc, pronostiquer le score entre le FC Metz et l'OGC Nice avec les buteurs, s'il y en a. Le hashtag Gymtonic pour pouvoir vous repérer et donc les deux places à gagner pour la rencontre entre Nice et Marseille. Le stade risque d'être plein
Donc c'est un beau cadeau que l'on vous fait là. Donc soyez bons dans vos pronostics. La semaine dernière, personne n'a trouvé que le Paris Saint-Germain allait gagner 1-0 contre Nice. Le stade sera plein. Sera plein, 27 000 quoi. La jauge. Oui, voilà. le stade sera plein par rapport à la jauge actuelle. Oui, voilà, on est précis quand même. Je le répète encore, formidable idée cette Oui, jauge. parce que là, tu aurais pu avoir 32 000. C'est génial cette jauge, fantastique. Tu as créé la rareté, on le voit hier, 15 000 personnes. Écoute, Quelle c'est comme ça. idée de génie. C'est comme ça. La jauge sera pleine. Oui, ce n'est pas une contrepétrie, hein. Non. C'est ce qu'on peut penser. On y va pour le souviens-toi. C'est qui la contre-pétrie? Allez, on va jouer. J'espère que tu vas nous redonner un petit peu d'allant, d'envie, Antoine, parce que d'habitude, on fait des souviens-toi où on vous raconte une petite histoire, et puis là, Antoine, il a décidé, tiens, de partir sur un petit quiz. T'es prêt, Jérémy? Tu aurais pu me prévenir qu'on se prépare un peu. Mais non, justement, c'est fait exprès. Pas forcément. Pas forcément. Donc on va voir si t'as une grosse, avec les Messins et les Niçois. On change notre fusil d'épaule un peu. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Je peux regarder les réponses? Non. Mais de toute façon, tu les as vues. Tu te la joues quoi? Plutôt Julien Lepers? Plutôt. Je sais pas, ton style, on va là voir. Oui. Peut-être l'équipe de Greg. Oui. Peut-être un peu comme l'équipe de Greg. Oui. Ouais, non, mais je peux pomper un peu là-dessus. Là, ce sera pas du tout pareil. Hein, ce sera avec les moyens du bord. Peut-être que les. Je suis terrifié. Non, mais attends. Dans les semaines, peut-être qu'il y a un futur Jean-Luc Reichmann là qui est en train de naître. Non, mais les semaines prochaines, peut-être on améliorera ça, on verra. On fait un petit test. Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Donc, alors là, on va parler donc des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, donc Metz et Nice. Hein. Voilà. Donc il y a des joueurs de renom, il y aura des joueurs de renom et des joueurs peut-être un peu moins connus. Donc il y a 12 joueurs. Attention, vous êtes prêts? 12. C'est énorme. 12. On va essayer d'aller assez vite parce que sinon... Je crois que j'en ai 3 ou 4. Je vais me faire gronder. 3 ou 4 quand même. Alors, tête, oui. C'est parti pour le premier joueur. J'ai débuté ma carrière en Europe à tourner en Détroit belge en 1980. Wow. Non. Vas-y, continue. En 1985-86, je suis sacré meilleur buteur de D1 avec le FC Metz. Tony Kurbos. Avec 23 buts. Non. Deux erreurs. Je passe ensuite 4 saisons en l'OGC Nice de 1987 à 1991. Jules Bocandé. Où je marque 33 buts en 115 matchs, c'est Jules Bocandé. Je l'ai en tête depuis le début et je vais pas tilter là. Bien joué. Il fait partie des joueurs que j'avais en tête. Donc, alors, Jules Bocandé, là, normalement, on doit le voir. Vous voyez, j'ai pas révisé. Hein. Je savais quel était le thème. Voilà. Mais j'ai pas révisé. Donc, Jules Bocandé sous les couleurs niçoises. Voilà, donc c'était. Heureusement qu'il n'y a pas Philippe Camps parce qu'il nous massacre à ce bah oui, il avait déjà commencé à répondre. Oui. Donc c'était un attaquant spectaculaire. J'avais mis pour dernier indice, j'étais un attaquant spectaculaire, spécialiste de la bicyclette ou du ciseau retourné. Voilà l'argument suprême. Voilà. Donc, un point pour Mika. Jules, qui était, c'était l'idole de ma maman. Ah ouais, voilà. Oui, non mais Jules, c'est un bon joueur. Il arrive avec sa Porsche. Eh oui. Je me souviens. Ensuite, deuxième. Alors, je suis un attaquant allemand. Tony Kurbos. Voilà. Donc Tony Kurbos, voilà. Donc, il a remporté la Coupe de France avec Metz en 84 contre Monaco. Toujours avec Metz, il avait mis un triplé au Nou Camp. On s'en rappelle contre le Barça, qui avait fait sa renommée. Et puis il a joué à l'OGC Nice de 87 à 90 avec un passage entre-temps à Monaco. Et il a marqué un ciseau retourné. Il a marqué le plus beau but. Le but du siècle. Voilà. Le but du siècle de l'histoire du gym. Voilà. Il faut pas. Qui a longtemps été dans le générique de Téléfoot. Et moi, j'avais assisté en live à ce but. Ouais, moi aussi. À se retourner. Cette telle de pigeon de Marco Elsner. Et le retourné de Tony Kurbos dans la lucarne de Joël Batz. Tu avais vu ce but? Oui, je l'ai vu. Fabuleux. Tony Kurbos qui est un homme adorable. Oui, et qu'on aimerait bien avoir sur le plateau d'ailleurs. Tony, on ne désespère pas dans la saison. Mais il nous l'a promis. D'avoir Tony Kurbos avec nous parce que c'est effectivement un homme charmant et qui a plein de choses à raconter. Voilà, alors troisième personnage. Alors, j'ai dit 3-4 tout à l'heure. Ouais, je crois que ça. Mytho. Ouais. En fait, c'est 2. J'ai été sacré champion de France de D2 en 1994 avec l'OGC Nice. J'ai été vice-champion de D1 avec Metz en 1998. Putain. Je suis gardien. Ah oui, attends. Oh là là, c'est horrible. Je suis né à Nice. Lionel Messi. Non. Oui, si, quand même. Nul. Vous êtes nul, c'est génial. Je suis gardien, c'est quand même. Nul. Exactement. Allez, un point pour moi. Un point pour Jérémy. Et j'ai fini ma carrière à l'OGC Nice où j'ai été formé. Voilà, facile quand même. Regardez la tête de genou de Letizy. Ça, c'est à Metz, ça. À Metz, et puis à Nice en fin de carrière. Ah oui, ça on avait reconnu, mais merci. Oui, mais ça aurait pu être un début de carrière.
Et Franchement, là, nous Ah non, aussi, il y a eu 2-3. on est aussi nuls que le gym en Coupe Ah d'Europe. ouais. Ah, bah alors là, on peut nous critiquer. Mais il aurait quand même pu nous préparer avant. Non, mais attends, Léandra est plus jeune et n'est pas Oui, du bah alors j'espère sérail, qu'il donc, parce que bon. là, pour l'instant, c'est pour Will et Ouais, moi. non, hein, mais plutôt, hein. oui, et toi, Ouais, par franchement, contre, c'est vous, la- c'est et honteux. c'est Bah, Jay c'est qui bon, répond. j'ai dit les deux Et premiers. c'est Jay qui répond bien. Ouais. Donc, Ouais. Bon, alors. après, ensuite, il le connaît bien. 12, ça va être long, hein. Ah, c'est toi. Faisons Une fois. Ouais, ouais. Parce que là, on va commencer. Non, mais là, ça va, on a parlé de choses. On va commencer à avoir du mal. Allez. Toute l'émission, amusons-nous un peu. Allez. La colère d'Antoine Delgoulet. C'est pas la colère de Francaise. Le Le point de problème, c'est qu'à rupture, chaque fois, tu Antoine. me coupes. Allez, vas-y, on y va. Alors, ferme-la un peu. Réunion sur le plateau. Et trouve les réponses. Allez, vas-y, vas-y. Voilà. Alors, j'étais un défenseur. J'avais un bon jeu de tête et une lourde frappe de balle. J'ai débuté ma carrière au gym en 76 et j'y ai joué jusqu'en 83. C'est plus dur là. Hein. Et ensuite, j'ai joué 2 saisons à Metz entre 83 et 85 Bosser. où j'ai gagné la Coupe de France. Jean-Pierre Bot. Non. C'était Brest. Après ma carrière, je me suis reconverti dans la menuiserie et l'hôtellerie entre Villefranche-sur-Mer et Tahiti. Waouh. Alors là. Vous séchez Ouais. Robert Baraja. Wow. Ah oui, Philippe l'aurait trouvé. Ça, c'est Philippe l'aurait trouvé. Hein. Ça, c'est certain. Voilà. Ils auraient tous trouvé. Alors, le suivant. Je suis né à Metz. Ah. J'étais un milieu de terrain relayeur. J'ai débuté ma carrière pro à Metz en 79 où j'ai joué jusqu'en 85. Ensuite, j'ai joué à Monaco, à Nice, à Monaco, puis je suis revenu à Nice où j'ai fini ma carrière en 91. Non. Rore. Jean-Philippe Ouais. Rohr. Exact, Jean-Philippe Rohr. Allez, j'en ai eu un. Alors Et j'ai arrêté embêté par une blessure au genou. Et après ma carrière, j'étais champion de France de backgammon et je suis devenu un bon Et joueur très- de poker. Ouais, très bon joueur de poker. On l'a reçu hein, sur le plateau. On l'a reçu, Jean-Philippe Rohr, sur le plateau. Suivant, alors, ça c'est un peu pour Philippe Camps, hein, je pense à lui. Je suis né à pense Sidi tout le Bel temps, Abbès, en Algérie. Comme ma mère. J'étais un élégant meneur de jeu formé à l'Olympique Lyonnais, où j'ai joué de 74 à 78. J'étais le capitaine du FC Metz lors de la victoire en Coupe de France en 84. À 31 ans, en 85, je signe au gym, où je joue 2 saisons sous les ordres de Jean Séraphin. Et je finis ma carrière à Nîmes. Oh, je sèche complet. Là. Philippe, là, je suis sûr, derrière son écran, Jean-Paul Bernade. Oh là là, bon, incapable de le dire. D'accord. Et c'est le capitaine du FC Metz quand même. Hein. Ouais, bravo. Bon. Alors attention, là, Viendra, toujours rien. Ouais, mais Rore, j'étais pas loin quand même. Hein. Là, Ça s'est fait une seconde. là ça va être un petit peu dur aussi, mais je compte sur William. Ah. Oui, et toi-même. Alors, je suis ghanéen. Je jouais défenseur central. J'ai longtemps joué en Allemagne avant de rejoindre le FC Metz à 27 ans. Anthony Bafo. Wow. Donc, il a rejoint le FC Metz à 27 ans en 92 où il a fait 2 saisons pleines. Je signe à Nice en 94, mais mes prestations ne sont pas à la hauteur. Et au bout de 7 matchs, je suis remplacé par Thierry ouais. Crétier. Je confirme. Et tu te rappelles de lui, c'est oui, incroyable. Ah ouais, il avait été très mauvais, alors qu'il sortait sur 2 super saisons à Metz. Et à Nice, il avait été catastrophique, le pauvre Anthony Bafo. Alors, attention, je suis attaquant. Je signe à Metz en 1982. J'y resterai sous contrat 6 ans, mais toujours prêté à des clubs de D2. Je n'y jouerai que 8 matchs. Et Nice dans tout ça. Attends, Ah. je suis luxembourgeois, Robbie Langer. Non. Robbie Langers. le Robbie Langers. Eh ouais. Et je signe au gym en 89 et deviens le héros du barrage contre Strasbourg en marquant un quadruplé. Donc, Robbie Langers a été sous contrat avec Metz pendant 6 ans. Rappelez absolument De 82 à plus qu'il avait joué 88. Metz. Il a été prêté 2 ans à 1 an à Marseille, 2 ans à Quimper et 2 ans à Guingamp. Eh ben on Voilà. pourra en parler avec lui parce qu'on peut le dire. Et voilà. maintenant. Ouais. Hein, Robbie Langers, ça sera notre invité dans 15 jours avant le match face à l'Olympique de Marseille. Invité exceptionnel de Gym Tonic, Robbie Langers. Donc le jeudi 19 novembre, du côté, il viendra ici sur ce plateau. Ouais. À ta place, Jérémy, on est très très content. 20 de l'avoir. novembre. Et ça permet de faire une petite anecdote donc sur, 20 novembre. 20 novembre. sur Robbie Langers. Et là, on peut voir, il jouait avec Tony Kurbos au Kurbos, FC ouais. Metz. Vous voyez, Sacré il était avec père. Ah, la Tony Kurbos. classe. Ouais. Ah ouais. Donc voilà ce qu'on retrouve. Et d'ailleurs, merci au site officiel du FC Metz sur lequel j'ai trouvé toutes les photos des Messins. hein. Merci à Jean-Michel du service Metz Internet. Alors, je suis marocain. Mustapha El Adaoui. Non. Dommage, c'était l'autre. Je joue meneur de jeu ou avant-centre. J'ai débuté ma carrière en France à Saint-Etienne en 88, avant de rejoindre Istres, puis Metz une saison en 92-93, où je marque 6 buts en 25 matchs. Chaouch. Mohamed Chaouch, Ouais, s'il te bravo. plaît. Quoi
Mais je suis en train de dire Mohamed Oui, et... Attends, j'ai 2 heures. Moi, Je suis Mohamed. Je te jure Mohamed. que j'ai tilté Chaouch au tout début et après je me suis dit Bah oui, si c'est l'os, ouais, c'est évident. mais il a pas joué à Metz, je me disais il a pas joué à Metz. Il a joué une saison. Ouais, ben voilà. Et voilà. Voilà, point pour moi, allez. Et il vient donc de Metz quand il signe à Nice en D2 où il fait la paire avec Sanjak et Ouais, il remonte en Sanjak. D1 en 94. Et vainqueur de Coupe de France. Excuse-moi avec Antoine, est-ce que tu as 87. des questions après ma naissance? Ouais. Ou c'est trop demandé? J'y arrive. Ah, très Il bien. en reste plus que 3 et là tu vas te... Après Will, je pense qu'il regarde mes fiches. Pas du tout, regarde comme je me suis mis, justement. Ouais, ok. Il louche un peu. Alors je suis Pas défenseur, du tout. Ah, plutôt latéral. J'ai été formé au gym où j'ai débuté ma carrière en 99. Attends. J'ai joué à Monaco, au PSG, Lens, Nantes avant de rejoindre... Cubillier. Voilà. Il a joué à C'est Metz, moi. Cubillier. C'est moi. Will Cubillier. Et je voulais une info de supplémentaire pour pas Ouais. dire de conneries. Avant de rejoindre Metz en prêt en 2007-2008, où il a fait On 26 l'embrasse, matchs. Cubillier. Metz. Et je suis aujourd'hui recruteur au gym. Ouais. Voilà. Ah ouais, son passage à Metz, c'est vrai que... Un peu plus non plus. Ouais. Alors là, Est-ce que lui, ça Léandra, fait tu bien, es né. Jérémy, normalement, ça devrait être aussi pour toi, si je me trompe pas. Et puis vous, normalement, si vous le trouvez Ouais, pas. enfin, moi j'ai zéro mémoire. Mais bon. Mais là, C'est c'est. pas trop mal, t'as vu Ouais. Je suis gardien. Ah, J'ai débuté ma carrière pro au FC Metz en 2010. J'ai été Simon Pouplin. international d'espoir français. Joris Del. Voilà. Ah, Del, oui, ah, j'ai confondu les deux. Voilà, Bien Jérémy, joué. t'as joué avec lui. Ouais, c'est hein. mon copain, oui. Ouais. Donc, facile. 2 points. Il t'en Ouais. aurait voulu, je pense, si t'avais pas tilté là. Et donc je rejoins l'OGC en 2012 pour concurrencer David Ospina, mais Et il joue même devant David Ospina. Au départ, Ouais. ouais, il joue Avant dans que le le club match. Puel finalement Ouais. change. attention les deux derniers. Donc je suis un super mec. Un super mec. Ouais. Ah. Je jouais milieu offensif droit, reconverti latéral. J'ai souvent eu Claude Puel comme C'est entraîneur. lui, non Eh oui, j'attendais Jérémy tout à l'heure. J'ai été formé à Lyon dans les années 2000 qui m'a prêté une saison à Metz en L2. Tu sais quoi, il s'est reconnu direct quand t'as dit je suis un super Ah mec. oui. Ah oui, on l'a tous reconnu. J'attendais la photo Mais on surtout. voulait le dire. 19 ans, Je 19 joue ans. encore au gym en réserve et je suis sur ce plateau, c'est donc Jérémy Pied. Exact. Voilà. Bravo. J'ai sauvé l'honneur grâce à Jérémy. Voilà. Bravo. Et cette saison FC Metz alors? Très bien, En c'était Ligue 2? prêté par l'Olympique Lyonnais, j'avais le choix, je pouvais pas, après 2 années en réserve, c'était Claude Puel, il m'avait dit, allez, tu peux choisir le club de ton choix, et j'ai décidé à cette époque d'aller dans un club de Ligue 2, qui jouait le haut tableau et qui produisait justement, stratégiquement, d'essayer de jouer du beau jeu, quoi, tu vois. Donc j'ai eu l'opportunité avec Joël Muller qui avait contacté mon agent, et Yvon Pouliquin, l'entraîneur. Bon, lui, à la base, il me voulait pas trop, mais c'était Joël Muller. Et puis, au bout de quelques matchs, j'ai fait mes preuves. Et puis, je suis rentré dans le 11. Et après, j'ai réussi à faire une belle saison. Et Voilà. est-ce qu'on peut revoir la tête de Jérémy à l'époque? À 19 ans. Tu avais quel âge là 19 ans. Ah, Après, ouais, on finit 4e, on est 3e toute l'année. 2e ou 3e toute l'année. Puis à la fin, on s'effondre. Il n'y a pas de barbe. hein. Ah ouais, là. Et puis, c'est Erlavignon qui monte. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, Ah oui, ouais. Voilà. Et puis j'ai fait une photo de toi sur le couloir du gym avec une belle attitude de Après un De but. vainqueur. de Ouais, vainqueur voilà. après un but. Qui devrait Tu inspirer t'en rappelles beaucoup aussi? de Ouais, joueurs. bien sûr, je me rappelle Sochaux, Ah, Coupe de la Ligue qui n'existe plus. Ouais. Et après, par contre, je me rappelle plus du parcours, mais je me rappelle du but. Voilà. Bon, ça se passe bien avec la réserve du gym là. Ça en se ce passe moment, super. Ça ouais. se passe très bien. On a un match tout à l'heure. Ouais. Voilà, ce soir, avec d'anciens pros et les salariés du club. Donc encore une fois, on essaye de faire jouer toutes ces valeurs qu'on a pu avoir quand j'étais joueur. Et on essaye de le donner un petit peu avec les salariés, de retrouver ce côté familial. On le prône souvent, on essaye de le prôner dans les médias. Bah, on essaye de l'acter sur le terrain et franchement, on prend beaucoup de plaisir. À quelle heure vous jouez? Parce que peut-être ça On joue à m'intéresse pour avoir un 20h30 peu si de tu veux foot. venir au France Archer, voilà, 20h30. contre l'Olympique d'Antibes, si on peut leur faire un petit coucou aussi. Écoute, on peut voir un peu de football peut-être. Des buts. Des buts. Marqués par le GC. Oui, oui. Avec plaisir. Bon match en tous les cas. Eh ben, Alors, merci. Du coup, Jérémy, on va te libérer évidemment, parce que cette émission elle a été enregistrée, on n'est pas en direct. Et quand les gens regarderont l'émission, soit ton match aura lieu ou ça sera en cours. En tout cas, merci d'avoir été avec Merci nous à vous. sur ce plateau. Léandra, c'est toi qui vas à Metz. On aurait pu parler de Frédéric Antonetti qui a entraîné les deux clubs aussi. Exact, c'est vrai. Frédéric Arpignon aussi, Arpignon. André Ray, puis le jeune Nguessan, qui est, voilà, il y en a eu d'autres. Hein, Il a la- joué à Nice, Nguessan? Ouais, non, il était dans les groupes Je peut-être. crois qu'il a pas fait une. Il a peut-être fait de match Ouais, en pro, non, il a peut-être pas fait match en pro. Ouais. Bon, il y en a d'autres, hein, Ouais, voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon. Bon, Pris les meilleurs. Bravo toi.
Bravo Antoine Ouais. pour ce quiz à la... On le recommencera après. Ah ouais, c'est sympa. moi, Allez, j'aime bien. mais avec Hein moins de... Non, mais ça va après. Ah, voilà. Non, ça Donc va, tu vois, tu te c'est plains ça. et puis finalement, Mais non, c'est bien. Je me plains toujours, il faut du rythme, tu comprends. c'est pour ça. On en a mis. Très bien. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Koé Wargar et Nicolas Lecouturier à la préparation et à la réalisation de cette émission. C'est la trêve internationale. On se retrouvera très bientôt sur le plateau de Gym Tonic. D'ici là, eh bien, allez, aux Lakers, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite. Bye bye.